Donc, il y a une première question qui concerne donc le One Health. Donc, comment nous sommes-nous organisés pour prévenir les médecins alentours, les gens qui travaillent en équarrissage, pour les bonnes pratiques de l'enlèvement des cadavres, par exemple de veaux décomposés, etc. Donc, en fait, voilà, quelles actions finalement autour des autres acteurs qui sont autour de la gestion des risques en élevage? Je pense, enfin, la question, elle est vraiment importante. Bon, je ne sais pas si pour le moment on peut dire qu'on s'est vraiment organisé. Donc, à l'intérieur du comité Fièvre Q, déjà, on a eu un dialogue avec plusieurs médecins et vous pourrez revoir les webinaires, enfin, le webinaire auquel ils ont contribué et les réponses aux questions qu'ils ont faites. Après, les actions, elles sont diverses. Elles sont aussi au travers de la MSA, puisque de toute façon, la fièvre Q est une maladie professionnelle. Le lien avec les médecins directement en cas d'épisode de fièvre Q, c'est plus de l'ordre du contact direct avec, euh, par les éleveurs eux-mêmes à la suite des échanges avec les vétérinaires. Je ne sais pas si Aurélien ou Raphaël, vous voulez compléter. Euh, Oui, bah, je pense que c'est ça, c'est essayer de... Excusez-moi, j'ai vraiment bu de voix. Je pense que c'est vraiment... Oui, je peux plus, j'ai pas de... Je suis désolé. Après, ce qu'on peut dire aussi sur le volet équarrissage, en fait, je pense que ça fait partie aussi des enjeux. C'est-à-dire que la mission qu'on peut avoir, c'est effectivement évaluer avec vous quels sont l'ensemble des autres corps de métier qu'il faudrait arriver à toucher et évaluer ensemble comment leur apporter cette information. Bon, je dois dire qu'on n'a pas forcément eu d'action directe par rapport à l'équarrissage, mais l'organisation de l'équarrissage fait régulièrement partie des questions qui sont soulevées et qui sont discutées, notamment avec GDS France. Et je pense qu'il faut compléter ça parce que c'est assez souvent quand même que les éleveurs nous relèvent le fait que dans un certain nombre de cas, les équarrisseurs ne veulent pas passer lorsqu'il y a peu d'animaux ou lorsqu'il n'y a que des placentas ou lorsqu'il n'y a que quelques avortons. Donc, c'est une vraie problématique. Et donc, là, effectivement, il y a un enjeu de communication et voilà, de compréhension collective de ce genre de choses. Oui. Voilà, il n'y a pas Oui, puis beaucoup, là-dessus, beaucoup. René, Ouais, peut-être vas-y. Oui, vas-y. un partage d'expérience concernant les placentas. Une solution est de les mettre dans des bacs d'équarrissage avec de la chaux dessus. Oui, tout Je à vais fait taper vrai. En ça fait, dans le chat, mais du coup, mettre le oui. placenta dans un bac d'équarrissage, ouais. Et effectivement, ça a été un retour d'expérience qui nous a été remonté. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut que ça reste complètement voilà, à l'abri, que ce soit qu'on remette régulièrement de la chaux et que ça reste suffisamment longtemps. Donc on n'a pas forcément évalué l'efficacité, mais ça semblait être quelque chose d'un peu alternatif et de très pratico-pratique qui nous semblait effectivement extrêmement intéressant. Il y a une autre question qui concerne plutôt, et là je vais me retourner vers Aurélien, parce que tu as commencé à en parler, du vaccin de phase 1. Ouais, alors, vaccin phase 1, je voulais pas trop rentrer dans le détail parce que c'était peut-être pas l'idée. En gros, le phase 1 s'oppose à la phase 2. C'est en lien avec le lipopolysaccharide sur les bactéries. Et en fait, ce sont des bactéries qui sont tuées, inactivées. En laboratoire, on va les cultiver avec certains passages de culture cellulaire. On s'arrête à une certaine phase. Quand on ne fait pas trop de passages, c'est une phase 1. Et puis quand on va un petit peu plus loin, on arrive jusqu'à une phase 2. Et en phase 2, le lipopolysaccharide, il est tronqué. Alors qu'en phase 1, le lipopolysaccharide, il est plus complet. Et donc, il se rapproche beaucoup plus de ce qu'on va retrouver sur le terrain avec une bactérie virulente sur le terrain.
Et donc, l'idée de ce vaccin, c'est de garder des bactéries le plus proche possible de ce qui pourrait se rencontrer sur le terrain pour qu'elles soient le plus immunogènes possible, qu'ils soient le plus immunogènes possible. Je ne sais pas si vous voulez compléter ou si j'ai répondu bien à la question. Je pense que c'était complet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on a eu pendant très longtemps des vaccins de phase 2 dont il s'est avéré que par comparaison, on a bien vu la différence de réponse immunitaire. Et finalement, avec les vaccins de phase 2, il s'est parfois avéré qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec une absence de vaccination, ce qui nous a incité depuis maintenant pas mal d'années à pousser vers une vaccination avec cette phase 1, justement. Après, je ne vois pas forcément d'autres questions, si ce n'est des aspects très pratico-pratiques sur la mise à disposition du contenu du webinaire. Donc, oui, bien sûr, il y aura des replays. Vous nous avez alerté sur des problèmes de son et de fait, on a eu plusieurs problèmes techniques au cours du webinaire. On en est vraiment désolé. Si c'est nécessaire, donc voilà, au moins la première partie sera reprise pour que vous disposiez en replay voilà, d'une intervention de bonne qualité sur le plan audio et sur le plan sonore. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas, voilà, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Conseillez-vous de réserver la vaccination aux élevages à risque avec pathogènes circulants ou de vacciner l'ensemble des cheptels, notamment en petits ruminants, puisque plus à risque de forme clinique? Quid de la vaccination lors d'une phase aiguë d'avortement? L'idée de la vaccination, c'est quand même de prévenir au maximum et de limiter la circulation de la bactérie. Donc, dans un monde idéal, il faudrait vacciner des cheptels sains et ainsi limiter au maximum l'excrétion et ainsi limiter au maximum la circulation de la bactérie. Néanmoins, ce qui se fait quand même beaucoup sur le terrain, c'est qu'on met en place la vaccination dans des élevages où on a identifié une vague d'avortement, où derrière il y a eu des analyses et on a mis en évidence que c'était potentiellement Coxiella burnetii qui était à l'origine de ces avortements. Donc, ce qui se fait réellement sur le terrain, c'est on vaccine quasi exclusivement que dans des élevages où il y a de la circulation de la bactérie. Après, la recommandation, elle est évidemment forte dès lors qu'on accueille du public, ça c'est évident. Et donc ça, c'est vraiment une des situations sur lesquelles on pourrait pousser pour qu'il y ait cette démarche préventive. Ensuite, finalement, la mise en place d'une vaccination, c'est ce qu'on a dit au cours de nos interventions. C'est un dialogue entre l'éleveur et puis le vétérinaire. Derrière, il y a une notion à la fois d'efficacité et d'observance. Il y a souvent beaucoup de choses à mettre en place en élevage et on peut comprendre que les éleveurs ne veuillent pas le faire de manière systématique. Et je pense notamment au cas des petits ruminants, même si effectivement l'excrétion, elle est globalement plus importante dans ces élevages-là et notamment dans les élevages caprins. Voilà, donc bon, la vaccination systématique, elle a été mise en œuvre aux Pays-Bas. Et de fait, sans doute avec une efficacité non négligeable. On n'en est pas à la proposer dans les mêmes proportions dans nos élevages français sur le territoire. Il y a une autre question. Donc, une autre question, oui. Est-ce qu'il y a des mesures prises dans les élevages voisins lorsqu'un cas est diagnostiqué? Alors, il y a des mesures prises dans les élevages voisins quand un cas est diagnostiqué, mais un cas humain, c'est-à-dire, enfin, plus exactement, même des cas groupés humains. C'est-à-dire que dans la situation où on observe un ensemble de cas groupés humains, il y a forcément une enquête épidémiologique qui va être conduite de manière à essayer de préciser quelle est l'origine. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir une proposition de mettre en place à la fois du diagnostic et des mesures de maîtrise dans les élevages environnements. Ça n'a rien de... Sinon, c'est absolument pas une pratique qui est adoptée pour juste le côté santé animale. Alors, est-ce obligatoire de faire une étude épidémiologique lorsqu'un cas humain est détecté? Un seul, non. C'est bien des cas groupés humains.
qui légitime une démarche globale de santé publique. Et à ce moment-là seulement, l'étude épidémiologique est faite. C'est pas individuel. Dans ce cas, du coup, je vous propose de conclure ce webinaire, malgré la voix déficiente de Raphaël pour voilà. Et je vous remercie infiniment pour votre présence. Et vous allez pouvoir retrouver donc ces différentes interventions, mais Aurélien l'a très bien dit, il y a un ensemble de documents que je vous invite à consulter sur le site du comité Fièvre Q, beaucoup de fiches techniques très pratiques et les anciens webinaires qui peuvent vous apporter différents éclairages. Et puisqu'on on l'a évoqué à plusieurs reprises, le côté santé humaine par le regard des médecins, notamment, est quelque chose d'extrêmement riche. Et si vous avez des personnes concernées parmi les éleveurs, moi, ça fait clairement, à titre personnel, c'est vraiment vers quelque chose que je renvoie, parce que c'est assez inédit comme échange sur ce sujet-là. Voilà, et bien je vous remercie au nom de l'ensemble du comité Fièvre Q. Merci, bonsoir.